L'histoire débute près de l'archipel des Açores et le Portugal quand un bateau est découvert le 4 décembre 1972. Avec à son bord plus aucune trace des passagers, plus aucune trace du capitaine ni des marins, comme si ils s'étaient tous volatilisés. Disparu. Pouf. Le plus troublant, c'est que les cargaisons sont intactes. Il n'y a aucune trace de bataille, ni de sang, ni d'une quelconque épidémie qui aurait pu décimer les occupants. Le journal de bord n'annonce rien, en tout cas aucun problème qui aurait pu engendrer ce phénomène mystérieux. Il s'arrête le 25 novembre, en n'indiquant rien qui pourrait annoncer le futur destin des passagers de la Marie Céleste. Alors tout le monde se met à hypothéser. Une tempête ? Une escroquerie à l'assurance, une attaque de pirates, des marins qui auraient fui le navire à cause d'un phénomène étrange ou inconnu, mais aussi un calamar géant, ou des extraterrestres, ou la fameuse malédiction du Marie Céleste appelée anciennement l'Amazone. Le bateau est alors amené à Gibraltar pour enquête, pour connaître la raison de l'étrange disparition du capitaine, de sa femme, de sa fille et des membres de l'équipage. La Marie Céleste est un brick goélette, c'est-à-dire un voilier à deux mâts avec un mât de misaine, avant, gréé entièrement en voile carré, et un grand mât, arrière, gréé entièrement en voile aurique. On peut voir sur ces images la Marie Céleste, appelée encore Amazone, sur une peinture de 1861. Le 20 octobre 1872, le capitaine Benjamin Briggs arriva au quai 50 sur l'East River à New York pour superviser le chargement de la cargaison à destination de Gênes, c'est-à-dire 1700 tonneaux d'alcool dénaturé impropre à la consommation, c'est-à-dire de l'alcool industriel. Une semaine plus tard, le capitaine fut rejoint par son épouse et leur fille. Le dimanche, Briggs a écrit à sa mère lui indiquant qu'il avait l'intention de prendre la mer. Le mardi, en ajoutant « Notre vaisseau est en parfaite condition et j'espère que nous aurons une belle traversée ». Le 5 novembre, la Marie Céleste quitta le quai pour s'avancer dans le port de New York, mais les conditions météorologiques étaient cependant médiocres et Briggs décida d'attendre. Il jeta donc son ancre devant Staten Island. Après que le temps se soit amélioré, le bateau prendra la mer le 7 novembre. Il a donc été retrouvé le 4 décembre 1872 avec personne à son bord. Sa découverte a été faite par l'équipage du Dei Gratia, commandé par le capitaine David Reed Morehouse et qui venait également de New York. Après avoir vu le bateau à la dérive, le capitaine du Dei Gratia ordonna à l'équipage de manœuvrer le bateau pour atteindre la Marie Céleste, qui semblait dépossédée de ses occupants. Le Dei Gratia maintenant assez proche, le capitaine demanda aux passagers du Marie Céleste s'ils avaient besoin d'aide, mais aucune réponse ne fut donnée. Quand le capitaine a vu le nom du bateau, sa tête a changé. En effet, il connaissait très bien Benjamin Briggs. De plus, ils étaient partis presque en même temps de New York. Oliver Deveau, le second du capitaine, accompagné de John Johnson et de John Wright, embarquent donc sur la Marie Céleste. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont observer que le bateau semble abandonné. Oliver inspectera donc le navire. Il verra de l'eau dans la cale inondée sur une hauteur d'environ 1 mètre. Quantité d'eau importante mais pas dramatique pour un navire de cette taille. Il trouvera une bourse avec 2 pièces de $10, des médaillons en or et une malle qui contenait des vêtements de femme mais aussi des broches et des bijoux. Il trouvera également une épée dans la cabine du capitaine ainsi que le journal de bord qui n'indiquait rien d'anormal jusqu'au 25 novembre, date de la dernière inscription où le capitaine avait inscrit sa dernière position au large des îles de Santa Maria. Ils trouveront aussi un harmonium, un instrument de musique à vent, à hanche libre, à clavier et à soufflerie. Alors il paraîtrait qu'il a vu que les cendres dans le fourneau étaient encore chaudes, que la table était dressée, qu'il y avait un poulet cuit sur la table pas encore entamé et qu'il y avait des tasses de thé chaudes prêtes à être consommées. De plus, le bateau contenait encore des vivres pour au moins 6 mois. Les effets personnels de l'équipage comme les sacs des marins, leurs bottes, leurs pipes sont restés intacts. Du linge séchait même sur les cordes. Apparemment, il a été raconté qu'il restait un témoin au bord de la Marie Céleste. Un chat noir aux beaux yeux verts, découvert par l'équipage de Dei Gratia. Mais cette histoire n'est pas vraiment sûre. Par contre,
Le sextant, un instrument de navigation à réflexion servant à mesurer la distance angulaire entre deux points aussi bien verticalement que horizontalement, et le chronomètre, deux instruments de navigation importants, avaient disparu. La seule embarcation de sauvetage qui avait visiblement été tirée sur l'écoutille principale avait disparu aussi, tandis que l'habitacle abritant le compas avait été déplacé, sa protection en verre brisée. Après que Oliver ait fini son inspection, il ira faire son rapport à son capitaine au bord du Dei Gratia. Puis ils ramenèrent à Gibraltar la Marie Céleste après avoir fait quelques petites réparations. Le capitaine ne voulant pas laisser le navire de son ami Benjamin Briggs et puis ne voulant pas abandonner la précieuse cargaison qui était à bord. Arrivé à Gibraltar, le capitaine Morehouse ira voir les autorités pour demander sa prime de sauvetage. Et c'est là que l'enquête commença, menée par Frederick Soliflude, septuagénaire, qui possède les titres d'avocat général de Sa Majesté, procureur de la Reine à l'Amirauté et procureur général de Gibraltar. Il émettra à ce moment-là des suspicions sur le capitaine et l'équipage du Dei Gratia. Il était persuadé qu'il y a eu des violences sur le bateau et essaiera de trouver coûte que coûte des traces d'affrontement, que ce soit du sang ou autre. Mais à part des petites entailles qui ressemblaient à un coup de hache, il n'y avait rien. Ces suspicions résultaient du fait que les deux navires sont partis de New York en même temps. Que c'est le Dei Gratia qui ont retrouvé la Marie Céleste avec une cargaison presque intacte et que les deux capitaines se connaissaient et étaient amis. Des interrogatoires sont alors menés, puis il mènera une inspection minutieuse aux côtés d'un scaphandrier, J. Riccardo Fortunato, aussi de l'huissier T.G. Vecchio et de l'inspecteur de navigation John Austin. N'étant pas satisfait, une autre inspection du navire sera faite le 7 janvier 1873, où Soliflude sera alors accompagné de 5 officiers, puis une autre inspection encore sera faite le 5 janvier par le capitaine américain Schofield, commandant le navire de guerre Plymouth, sous la demande de Horatio John Sprague, consul des États-Unis dont la Marie Céleste arbore le pavillon. Puis le 15 janvier, le copropriétaire de la Marie Céleste, James H. Winchester, vient aussi inspecter le navire. Mais aucune trace de violence ont été remarquées à bord. Mais comment ce navire, devant être manœuvré par un minimum de personnel, a pu naviguer pendant 10 jours et sur plus de 800 km sans personne à bord? De plus, l'hypothèse d'une tempête ne tient pas la route, car une fiole d'huile pour machine à coudre était toujours debout sur une étagère, à côté d'un dé et d'une bobine de fil. La couchette du maître d'équipage était sèche, de plus, sous la couchette du capitaine se trouvaient dans un tiroir des morceaux de fer et de vitres qui sont restés intacts. Les volets des fenêtres, elles aussi, n'avaient subi aucun dommage. Seule la mutinerie semblerait l'hypothèse la plus logique, même si peu de choses pouvaient l'approuver. Après l'analyse des tâches suspectes du navire par le docteur Patron, grâce à des processus chimiques, l'enquête a conclu qu'il n'y avait pas de traces de sang sur le navire. L'enquête ne mènera donc à aucune conclusion. Le commandant et l'équipage du Dei Gratia seront donc récompensés pour avoir ramené le bateau et la cargaison en mars 1873. Le nombre de personnes au bord du Marie Céleste n'est pas vraiment déterminé, même si le chiffre 13 a été très souvent évoqué, et qui pour beaucoup expliquerait même la tragédie d'une manière paranormale. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y avait au moins 10 personnes à bord. Le capitaine Benjamin Spooner Briggs est né à Warren Dams, dans le Massachusetts. Il est le deuxième des 5 fils, et il a une sœur. Ses parents sont Nathan Briggs et Sophia Cobb. Son père était marin, poète et philosophe. Il était affectueux mais strict et ne faisait pas de distinction entre son équipage et ses fils. 4 d'ailleurs de ses fils sont devenus marins. Mais la famille était victime aussi d'une certaine malédiction. En effet, un des fils, Oliver, a disparu en mer avec son bateau. Un autre fils, Henry, mourut de la fièvre jaune en mer également. Et leur père Nathan est mort frappé par la foudre sur le pas de sa porte. Quant à leur unique fille, Maria, qui était l'aînée des enfants, elle serait décédée noyée dans un naufrage. Benjamin Briggs était devenu franc-maçon suite à un voyage à Gibraltar. Il s'est marié en 1862 à l'âge de 27 ans avec Elizabeth Cobb, fille d'un pasteur qui était entre autres son premier amour. Ils se connaissaient depuis l'enfance. Briggs avait 2 enfants, Arthur et Sophia. Son fils,
n'était pas à bord de la Marie Céleste, il était resté au pays. L'hypothèse mise en avant de cet étrange phénomène serait la mutinerie. L'équipage qui se serait rebellé contre le capitaine et sa famille et qui aurait fui. Mais le mystère de ce qui pourrait être une malédiction jetée sur le navire est sur toutes les lèvres. En effet, la Marie Céleste, appelée Amazon à ses débuts, a vu mourir tragiquement son premier capitaine lors d'un voyage inaugural, dans des circonstances encore aujourd'hui, comme son dernier capitaine, non élucidées. En effet, le premier capitaine, Robert McClellan, serait tombé soudainement malade et serait mort le 19 juin 1861. Puis peu après, et toujours dans ce même voyage inaugural, le bateau heurta une épave et a failli couler. Puis plus tard, on dénombre plusieurs collisions provoquant des conséquences importantes sur le bateau. Ensuite, moins de 3 ans plus tard, le capitaine Henry Winchester, alors qu'il est aux commandes du bateau, se noya le 10 juin 1864 dans le port de Boston. En mars 1866, le bateau s'échoua au large de Key West en Floride, sous le commandement du capitaine Hutchins. Il fut réparé, puis en 1867, le bateau s'échouera encore une fois sur l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Laissé en tant qu'épave, il sera racheté par Alexander McBean de Glace Bay, qui le réparera. Moins d'un mois plus tard, McBean aurait vendu le bateau à un homme d'affaires local qui l'a revendu à Richard Haynes, un marin de New York, et en devient le capitaine. En décembre 1868, il l'enregistra comme un vaisseau américain au bureau des douanes du port de New York sous son nouveau nom de Marie Céleste. En octobre 1869, le navire fut saisi par les créanciers de Haynes et vendu à un consortium new-yorkais présidé par James Winchester. Au cours des 3 années qui suivirent, la composition du partenariat de copropriété du bateau évolua à plusieurs reprises, mais Winchester conservera toujours la part majoritaire. En 1872, le navire subit d'importantes modifications. Sa longueur passe à 31 mètres et sa largeur à 7,8 mètres et son tirant d'eau à 4,9 mètres. Un second pont fut aussi ajouté, les frais s'élevant à 10 000 anciens dollars, c'est-à-dire à environ 180 000 dollars d'aujourd'hui. Le 29 octobre 1872, le partenariat de copropriété était composé de Winchester avec 6 douzièmes départs, 2 investisseurs avec chacun un 12e et le nouveau capitaine Benjamin Briggs ayant les 4 douzièmes restants. Et c'est ainsi que la malédiction a touché le capitaine Benjamin Briggs avec l'histoire que je vous ai contée. Il y a eu de très nombreuses hypothèses expliquant cette tragédie, certaines sérieuses et d'autres totalement rocambolesques. Il y a eu l'histoire d'un passager, le 13e, qui aurait acheté à un Chinois une bouteille contenant de la drogue pour se venger du capitaine Briggs car il avait été dur avec lui. Ce 13e passager, qui s'appelait soi-disant Painsbury, aurait versé le contenu de la bouteille dans la casserole de nourriture de l'équipage et du capitaine. Tout le monde serait devenu fou, il se serait jeté par-dessus bord, il se serait bagarré, enfin c'était la cohue. Par la suite, Painsbury, suite à cette action, se serait retrouvé seul à bord du navire, qui ne pouvait être dirigé par qu'un seul marin. Il aurait donc pris un canot, se serait enfui au bord du Dei Gratia quand celui-ci s'est approché de la Marie Céleste, il se serait caché dans la cale du bateau jusqu'à Gibraltar. Mais apparemment, la personne qui aurait récolté le témoignage de Painsbury a voulu retourner sur les lieux de cet entretien, qui était un bar. Alors Bertin, celui qui aurait soi-disant interrogé ce fameux Painsbury, demanda au patron s'il avait vu dernièrement la personne avec qui il avait discuté. Le patron lui aurait affirmé que Bertin avait parlé seul à la table du bar au point de déranger les autres clients. Bertin, déboussolé, sort faire un tour et là, dans un épais brouillard, il recroise Painsbury qui lui explique qu'en fait, il est mort, mais qu'il avait besoin d'expier sa faute pour partir en paix. Oui, une autre théorie raconte que la Marie Céleste a été attaquée par une pieuvre géante. Le Kraken! Ou un serpent géant. Bon, au moins, les créatures ont fait attention de pas trop endommager le navire apparemment. Des îles temporaires.
c'est-à-dire des petites îles qui se forment par le sable ou de la glaise, etc., mais qui se recouvrent très vite d'eau. Une se serait formée sous la quille de la Marie Céleste, alors le capitaine et son équipage seraient descendus pour découvrir l'île. Mais l'eau serait d'un coup remontée et aurait emporté tout sur son passage. Mais ces îlots ou îles sont anecdotiques. Il n'y a que très peu de témoignages expliquant une expérience de ce type et les eaux près du Portugal est peu propice à ces formations de sable. Les pirates. Maudit pirate. L'hypothèse des pirates a été très prise au sérieux, mais pourquoi la cargaison de valeur du bateau et les effets personnels comme les bijoux n'ont pas été saisis par ces dangereux pirates? Le triangle des Bermudes ou les extraterrestres, au choix. M.K. Jessup, professeur d'astronomie à l'université du Michigan, était quant à lui convaincu d'un enlèvement extraterrestre à bord d'une soucoupe volante. Il publie même sa vision dans son livre UFO publié en 1955. Larry Kirsch lui explique dans son livre The Bermuda Triangle Mystery Solved que c'est encore le triangle des Bermudes qui aurait frappé. Adam Boucher a publié un article dans le British Journal of Astrology que la Marie Céleste s'était retrouvée à l'endroit où il y avait l'Atlantide et que l'équipage se serait dématérialisé. Parmi les explications avancées, beaucoup ont raconté des récits avec de faux témoins. Même un squelette retrouvé avec un message expliquant qu'il était capitaine d'un navire et qu'il avait ordonné l'abordage de la Marie Céleste, tuant ses occupants, etc. Mais malheureusement, tous ces récits sont inventés. La fièvre jaune ou le choléra auraient pu être de bonnes pistes, mais je le rappelle, aucun cadavre n'a été retrouvé à bord de la Marie Céleste. La mutinerie est une hypothèse valable, mais le capitaine Briggs avait très bonne réputation auprès des marins et était considéré comme quelqu'un de plutôt bon et juste. De plus, il ne faut pas oublier la présence de sa famille à bord. Le capitaine ne l'aurait pas mis en danger en provoquant l'équipage. Et si mutinerie il y a eu, où sont les mutins qui n'ont jamais été retrouvés et surtout comment se sont-ils enfuis? Il y a eu aussi l'hypothèse d'une collaboration entre le capitaine Briggs et le capitaine Morehouse et du Dei Gratia pour encaisser la prime de sauvetage en simulant l'abandon du Marie Céleste. Mais cela semble inconcevable, qu'il n'y ait plus aucune trace de personne après l'incident. Benjamin Briggs était en partie propriétaire du navire et de sa cargaison. Il aurait essuyé une grosse perte à les abandonner au profit d'une prime de sauvetage à partager avec un ami. Il y a eu aussi l'hypothèse d'une petite explosion par les vapeurs d'alcool, événement rare mais quand même connu, qui fait peur avec le bruit mais que les capitaines connaissent. Mais dans le cas du Marie Céleste, l'équipage se serait, soi-disant, précipité vers la chaloupe de peur que le bateau se mette à brûler. Le cousin de Briggs, le docteur Cobb, aurait expliqué que, redoutant une explosion, le capitaine aurait mis sa famille dans la chaloupe pour écarter tout danger et l'équipage aurait ramassé le chronomètre, le sextant, le compas, etc. Mais revenant sur la chaloupe, le bateau partit les laissant, l'équipage et Briggs et sa famille à la dérive sur le canot. Le cousin Cobb avança que le transfert à bord de la chaloupe était peut-être temporaire et proposa que les cordages pendant des côtés du navire avaient servi à attacher le canot au Marie Céleste et que les cordages se seraient rompus et que la Marie Céleste se serait éloignée laissant l'équipage dériver. Mais le souci avec cette hypothèse, c'est que Briggs était expérimenté, alors pourquoi il aurait eu peur, connaissant sûrement ce phénomène? En 1967, un expert d'une compagnie d'assurance, Sir William Charles Croker, habitué à enquêter sur les sinistres sur les bateaux, est de l'avis de beaucoup sur le fait qu'il serait surprenant qu'un capitaine expérimenté aurait abandonné son bateau juste par peur d'une explosion par l'alcool, à moins que la menace était telle que l'explosion devait être puissante. Avec de l'alcool et de l'air, qui ne produit généralement aucune trace de suie, en différence avec le pétrole et l'air, on n'a trouvé aucune trace d'une quelconque brûlure sur le navire. Le journaliste MacDonald Hastings s'est demandé si Briggs, un capitaine expérimenté, aurait ordonné un abandon en catastrophe du vaisseau, alors que même si une partie de la charpente du Marie Céleste avait été détruite par une explosion, elle aurait offert de plus grandes chances de survie que la chaloupe. Cela reste une des hypothèses plausibles sur la disparition de la Marie Céleste. Mais comme on a pu le voir, aucune sont véritablement concluantes. Toutes ces enquêtes, dont plusieurs sont encore menées aujourd'hui, n'ont jamais élucidé ce mystère.
Est-ce un accident, une mutinerie, une attaque de créatures géantes, une attaque de pirates, une collaboration entre Briggs et Morehouse, ou alors une fameuse malédiction? Enfin, en attendant, le mystère reste entier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Bye bye! See you soon in your nightmare!